je vais maintenant, sans tarder, donner la parole à Monsieur Stéphanois, qui a une première partie de carrière dans les programmes de recherche européens et dans l'informatique. Mais voilà, la bipolarité est venue mettre un stop à cette première partie de carrière. Il a découvert les groupes de parole du Funambule en 2015 et il a repris peu après la fonction de facilitateur pour le groupe de Namur. Il est également actif au sein de la SBL En Route, qui fédère les pères aidants de Belgique francophone. Il est également père aidant bénévole au club psychosocial La Charabiole à Namur et père aidant formateur au SMES. Je ne sais pas si je prononce bien, hein, notre secteur est fait de beaucoup d'acronymes pas toujours évidents à prononcer, au SMES je pense, dans le projet PAT, Peer and Team Support. Ben, je vais lui passer la parole et il pourra nous dire si j'ai bien prononcé tout ça. Stéphane. Oui, oui, donc excellente prononciation. Et donc SMES, c'est pour santé mentale et exclusion sociale. C'est un acteur du réseau bruxellois. Et donc, merci de m'inviter à nouveau. Comme tu le disais, le CRESAM, je l'ai pratiqué à partir des groupes de parole du Funambule, le groupe de parole pour personnes bipolaires. Le groupe de Namur se tient au CRESAM, et donc ça m'a donné l'occasion de rencontrer Christiane et l'équipe. Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Pour rester un peu dans le registre biblique, il y a beaucoup de gens qui m'ont précédé, hein, Jean-Louis. Donc voilà, ça me met un peu dans la perspective temporelle aussi, puisque mon papa s'appelait Jean. Et je constate que dans son parcours de soins, il a eu peu voix au chapitre et que la famille encore moins. Or, c'est vraiment une dimension importante dans la manière de concevoir le soin. Je pense que Christiane, tu commençais pratiquement ton exposé en rappelant l'importance d'inclure la personne et sa famille. L'inclusion, c'est tout d'abord de l'information, informer sur sa pathologie, ses droits. Ça devrait permettre aussi un dialogue, une écoute de ce dont les personnes qui vivent avec une situation de santé mentale vivent et ont envie, pour aller vers de la codécision. Donc ça, c'est des points qui ont été soulevés, donc décider avec un projet de soins, un projet de vie, et essayer d'être facilitant. Alors sur cette approche, c'est en partie sur ça que les réseaux 107 ont beaucoup travaillé sur ces 10 dernières années, hein, comment inclure les proches et les familles et les usagers. Citoyens et Similes font un tout gros boulot là-dessus. Par contre, au niveau des soins, de la pratique, je pense qu'on peut encore constater que cette information et cette écoute font encore parfois défaut. Et de ne pas être écouté, c'est une certaine forme de suppression de ce que l'on peut apporter dans ce dialogue. Alors, je suis volontairement un petit peu provoquant ici, parce que je sais que de nombreux patriciens ont à cœur d'écouter, d'essayer de s'ajuster au plus près aux besoins. Mais je constate quand même que le fonctionnement institutionnel peut venir en défaut par rapport à ce besoin d'écoute. Et donc, il y a encore pas mal de travail à faire ensemble pour évoluer vers cette codécision qui est souhaitée par beaucoup et par les patients en premier chef. Alors, écouter quoi? Ça, c'est peut-être la question qu'on doit se poser d'abord. Je pense qu'une personne qui vit une situation de santé mentale, elle est certainement experte de ce qu'elle vit. Et donc, elle a certainement beaucoup à dire sur quel est son trajet, comment elle se situe, là où elle en est, quels sont éventuellement les besoins qu'elle peut identifier et quel est son projet. Et la place à l'écoute de ces aspects-là me paraît super importante. Et ce que l'on peut également écouter, ce sont les parcours de rétablissement, comment les gens progressent dans leur situation de santé mentale. Qu'est-ce qu'ils mobilisent comme ressources dans le système des soins, mais également en dehors.
parce qu'on doit se remettre de beaucoup de choses, on doit se rétablir de beaucoup de choses, me semble-t-il. La maladie mentale a des effets dévastateurs sur plein de domaines. Le réseau social, dont on peut être plus ou moins retiré, puisque les amis, les proches, ils ont tous leur boulot, ils ont leur famille, ils ont leur agenda temporel, et on en est un peu exclu, et donc il y a une certaine forme de décrochage social. Il peut y avoir aussi d'autres pathologies qui se greffent ou d'autres éléments du style précarité qui découlent des changements que l'on peut vivre. Donc, si on se remet, si on se rétablit de beaucoup de choses, ça implique aussi que le système de santé mentale doit avoir une vision un peu hors les murs, de s'intéresser aux questions de précarité, de logement, d'addiction. Je sais que beaucoup de personnes réfléchissent à ces aspects de transdisciplinarité, mais j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Les personnes qui essaient de se rétablir ont parfois du mal à se retrouver dans le système d'accompagnement et de soins. Il y a des ruptures dans les trajets de soins. Il y a aussi quelque chose qui est franchement épuisant de passer d'un acteur à l'autre et de devoir expliquer sa situation à chaque fois. Et donc cette réflexion sur comment la santé mentale s'inscrit dans cette vision un peu holistique de la personne et comment les acteurs de la santé mentale surtout permettent de traduire cette vision, c'est quelque chose que on doit encore travailler ensemble. Parce que se rétablir d'une situation de santé mentale, pour moi, c'est aussi retrouver une forme de citoyenneté. Donc, c'est d'avoir confiance en soi, c'est d'être fier de soi, c'est d'avoir le respect de sa famille, ses voisins, ses collègues. Et ça, ce sont des choses qui se rétablissent de manière lente, qui nécessitent une attention particulière et pas uniquement une attention du soin de santé mentale. Je pense que une manière de peut-être voir les choses et de ne pas voir ça de manière négative, c'est de se dire que une personne qui cherche du soin, de l'accompagnement, en fait, elle cherche une certaine forme de formation, d'acquérir de l'information, de se former à ce que c'est sa réalité, se former à comment elle peut en faire quelque chose pour dépasser les symptômes, pour retrouver une vie pleine de sens. Et ça, cet aspect de formation, il me semble que ça permet de faire un peu évoluer la manière dont on conçoit la santé mentale entre, d'une part, le soin et d'aller vers du développement personnel. Et voilà, cet aspect de rétablissement me paraît être peut-être un fil conducteur qui permettrait de réfléchir ensemble et de supporter cette réflexion qui inclut les personnes, les familles et un environnement suffisamment large. Alors, je vois qu'il est 11h50. Est-ce que j'ai encore 2-3 minutes? Ouais. J'ai jusqu'à quelle heure, en fait? Écoute, 20 minutes par personne, donc c'est jusque midi. Ah oui, ok. Ah ben ça va alors. Parce que je me disais que j'avais encore des choses à dire. Donc voilà, j'essaye, moi, de me placer un peu de ce point de vue de la personne qui est exposée à ce système de santé mentale, au fait d'essayer de trouver son chemin et de reconstruire une vie. Et donc, si je suis là aujourd'hui avec vous et je peux vous parler, c'est parce que j'ai fait une partie de ce chemin-là et que je pense que ça peut être inspirant de s'appuyer sur l'expérience de rétablissement. Alors, le côté un peu clash de ce discours, c'est que reconnaître l'expertise d'une personne, reconnaître l'expertise, le savoir expérientiel, comme disait Jean-Louis, ça induit une certaine forme de clash à un moment avec le savoir plus académique ou professionnel. Donc, quelle est la reconnaissance, quelle reconnaissance donne-t-on au patient, à la personne qui cherche à se rétablir, à parler pour elle-même? Et en quoi est-ce que ce discours peut essayer d'influencer la collaboration qui peut se nouer avec des soignants? Et malgré tous les efforts, toutes les réflexions, le modèle médical reste quand même très présent. Donc, se focus sur des symptômes, se focus sur des traitements, se focus sur l'instant reste quand même présent. Et je pense qu'il faut essayer de réfléchir à comment rassembler les forces, d'une part, des personnes qui ont cette expérience du rétablissement et d'autre part, les savoirs professionnels ou académiques
pour que cette complémentarité permette d'œuvrer au rétablissement du plus grand nombre. Et ça, quand on parle d'empowerment, hein, bon voilà, c'est un peu un élément qu'on entend souvent, l'empowerment. On peut aussi le voir de l'autre côté comme du me power. Donc c'est à moi de me saisir du pouvoir d'agir. C'est à la personne qui essaie de se rétablir d'intégrer ça. Et donc il y a une certaine forme d'humilité peut-être que certains soignants peuvent essayer de creuser, en ce sens qu'ils peuvent proposer des outils, mais ce ne sont pas eux qui vont rétablir les personnes, et que cette proximité entre les patients et les soignants, c'est vraiment le ferment de ce que va pouvoir être mis au travail pour avancer dans le rétablissement, pour acquérir de compétences et pour pouvoir décider. Ça, c'est pas facile. Ça se travaille un peu partout dans le monde, hein, cette rencontre des savoirs et la manière de travailler en complémentarité. Alors, pour en arriver à l'expression des besoins du futur, récemment, j'ai vu que le KCE, donc le Centre d'études fédéral, avait fait une grosse étude sur l'adéquation du système de santé mentale et des besoins. 436 pages, moi je ne suis pas rentré dedans, mais le communiqué global disait, en l'état actuel des choses, on ne sait pas si l'offre répond aux besoins, répond à la demande. Donc je me dis là, waouh, on a un tout gros boulot à faire ensemble pour essayer de clarifier ça et pour essayer de pouvoir utiliser toutes nos ressources au mieux. Alors, je pense que pour arriver à ça, se baser sur de l'expertise des patients et des associations de patients, elle peut être une forme déjà d'aller puiser dans la collectivité, dans ce qui se structure. Donc au funambule, il y a les groupes de parole, on essaye de les présenter aussi comme un complément à ce que des professionnels de la santé mentale peuvent offrir comme un point d'appui dans la communauté entre des rendez-vous, parfois avec un psychiatre une fois par mois, 20 minutes, sans doute au mieux 45 ou 1 heure. Les groupes de parole sont un endroit d'écoute, sont un endroit d'information et sont des points d'appui pour les professionnels pour pouvoir travailler sur rétablissement. L'autre point sur lequel je voudrais intervenir pour un peu clôturer mon intervention, c'est que si on prend une optique rétablissement, alors il paraît assez naturel d'inclure dans les équipes de travail des personnes qui se sont rétablies. Donc là, j'en viens un peu à la notion de père aidance, hein, d'expertise du savoir qui a été mentionnée tout à l'heure. Le père aidant, c'est pas très neuf, hein, père aidant, on en pratique dans les groupes de parole. Je suppose que même si on remonte au temps préhistorique, les personnes qui vivaient des choses un peu semblables se sont entraidées. Mais la nouveauté ici, c'est l'intérêt pour intégrer des pères aidants dans des équipes d'accompagnement et de soins. De se dire, tiens, je bosse le rétablissement, je vais essayer d'intégrer quelqu'un qui va apporter cette expertise du rétablissement, pouvoir en tirer quelque chose entre pairs qui est de la nature du lien, de l'accompagnement, du réconfort psychologique, social, d'une capacité à transmettre un peu l'espoir à travers l'espoir de se rétablir, d'être là simplement un témoin qu'il est possible d'aller mieux, peut-être de travailler aussi les trucs et astuces qu'on peut mettre en place pour se rétablir et utiliser les ressources dans la communauté. Voilà un peu ce sur quoi il y a un moment de réflexion ici qui est en train de prendre un momentum vers l'avant. Donc, on est passé d'équipes qui disaient tiens, expliquez-nous un peu ce que c'est la père aidance. Maintenant, on voudrait réfléchir à comment on va intégrer un père aidant dans notre équipe. Et pour moi, ça c'est quelque chose d'extrêmement positif dans l'ouverture, l'écoute, la codécision et le rapprochement des positions. Alors, pour ça, il y a un soutien très clair du cabinet de la ministre Montréal à cette notion de père aidance, l'administration aussi. Donc, on vient de démarrer avec en route un projet PAT, hein, tu disais ça Pascal tout à l'heure, c'est un projet qui vise à former et accompagner des équipes dans l'intégration de père aidant,
La Fondation Rebaudouin a une attention particulière aussi sur ces notions et soutient la connexion à l'international parce que la pérédance, elle est conçue et vécue dans des pays principalement anglo-saxons depuis pas mal d'années. Donc, il y a des études qui ont été faites sur l'apport pour les personnes en rétablissement, sur la qualité, le bien-être, mais aussi des impacts économiques en réduction des hospitalisations ou du temps d'hospitalisation. Alors, c'est vrai que voilà, j'ai parfois un peu tendance quand je discute avec des guides à me dire, mais est-ce qu'on vit un peu dans une exception belge que tous ces concepts qui ont été testés et validés à l'étranger, on se pose encore beaucoup de questions et de comment on va les intégrer. Alors pour moi, ce qui est central là-dedans, c'est que d'une part, si on veut intégrer ces expertises, l'écoute et la codécision avec des personnes qui se sont rétablies est quelque chose qui est porteur. Et d'autre part, que cette notion de rétablissement, on pourrait aussi essayer de la travailler ensemble à tous les niveaux, que ce soit dans les orientations politiques, que ce soit dans le travail des institutions, dans leur continuité de soins, dans cette dynamique temporelle, que ce soit au niveau des équipes, dans la manière de les intégrer dans leur pratique et de pouvoir s'appuyer sur les connaissances des personnes. Donc voilà, il me semble que si on doit regarder vers la santé mentale du futur, l'apport que des patients, des associations de patients et de personnes qui se sont rétablies peuvent avoir est une ressource qui va nous permettre d'essayer de penser les besoins et de la meilleure manière